Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrés à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Birambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Aujourd'hui, lors du forum Génération de la Shoah, je m'entretiens avec Marcel Steinberg, enfant caché et cofondateur de l'association Convoi numéro 6. Dans ce podcast, Marcel Steinberg, aujourd'hui âgé de 87 ans, nous raconte la déportation de toute sa famille vers les camps de la mort. Dans le convoi numéro 6 du 17 juillet 1942, se trouvait notamment son père, ainsi que 926 autres personnes internées dans les camps de Pithiviers et Bonne-la-Rolande. L'association qu'il a cofondée en 1999 honore non seulement leur mémoire, mais aussi celle de tous les déportés partis des camps du Loiret. Mais je vous propose d'écouter Marcel Steinberg nous raconter lui-même son périple. Je m'appelle Marcel Steinberg, je suis né le 9 mars 1937 à Paris. Mon père et ma mère venaient de Pologne. Et on habitait dans le 3e arrondissement, rue Charlot. J'avais un frère qui était né en 1934, rue de Saint-Onge. Et mon père a été convoqué par qu'on appelle la rafle du billet vert, mais ce n'était pas une rafle, c'était une convocation. Et de là, ça a été le piège. Il a été embarqué à Pithiviers et Bonne-la-Rolande et déporté par le convoi 6 le 17 juillet 1942, dont je suis à l'origine d'une association qui existe et qui est très active pour transmettre la Shoah. Donc votre association s'appelle l'association du convoi 6, c'est ça ? Et des camps du Loiret maintenant, parce qu'on s'occupe des 8 convois. Le convoi 6 donc 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16 et 35. Et ceux qui écoutent là, si vous êtes concernés, n'hésitez pas à venir sur le site convoi 6 et des camps du Loiret. Et donc, dans le cadre de vos activités, vous êtes donc le président de cette association ? Je ne suis pas le président, je suis simplement un actif de l'association. Je ne suis plus rien dans l'association. Il y a des jeunes, plus jeunes que moi, de deuxième génération, qui s'en occupent. Ils sont très actifs et ils ont même un stand ici, au forum où nous nous trouvons aujourd'hui, le 18 ou 19 mai 2024. Vous parlez de ce forum, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est ce forum et pourquoi vous vous trouvez là aujourd'hui ? Eh bien, c'est un forum, c'est un rassemblement que nous avons organisé, le mémorial, l'IOR du mémorial a organisé avec toute une série d'associations. Je crois qu'il y en a plus de 70 associations juives qui ont participé à l'élaboration de ce forum, qui fait venir des Juifs du monde entier, d'Amérique, d'Israël, de France et de Navarre, de province, et qui participe donc à une dizaine d'ateliers sur tout ce que parle de la Shoah. Aujourd'hui, ce matin, vous avez participé à l'atelier sur les enfants cachés. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, le thème, c'était comment se reconstruire après la Shoah. Un thème un peu difficile. Moi, j'ai eu un cas particulier, donc je me suis un peu exprimé là-dessus. Mais il y a eu tout un tas d'ateliers très intéressants. Il y en aura même un cet après-midi sur les Stolperstein, qui sont des pavés de mémoire. Expliquez-nous votre cas. Mon cas à moi, c'est la déportation de toute ma famille. Moi, j'ai eu mon père qui est parti par le convoi 6, ma mère par le convoi 16, mon frère par le convoi 34. Moi, j'ai été pris avec ma mère et mon frère dans ce qu'on appelle là une rafle du Veldiv. J'ai été interné dans le Veldiv avec ma mère et mon frère pendant les 5 jours. Et ensuite à Pithiviers et Bonne-la-Rolande, où j'ai eu, je dis bien, la chance d'attraper la scarlatine. C'est ce qui m'a sauvé, parce que j'ai été transféré à l'hôpital Claude Bernard et ensuite exfiltré à la pouponnière de Neuilly, rue Édouard Nortier, d'où une tante est venue m'exfiltrer et m'a envoyé chez un fermier dans le Nord, dans une petite ville à côté de Arras, Saulty, S-A-U-L-T-Y, d'où je suis ressorti après la guerre. Mon oncle, le seul survivant de ma famille, est venu me chercher. Il était réfugié, lui, dans la résistance
en Corrèze. Et donc vous étiez dans cette famille du nord de la France. Vous avez vécu et grandi jusqu'à quel âge avec cette famille? Moi, je suis resté pendant les 3 ans de la guerre, jusqu'à la fin de la guerre, d'où mon oncle est venu me chercher. Et eux, j'avais voulu à un moment, dans les années 2000, les faire nommer juste, jusqu'au jour où ma tante, qui m'avait sorti de la pouponnière de Neuilly, elle m'a raconté une histoire qui est arrivée pendant la guerre. Mon oncle et ma tante payaient pour moi. Chaque mois, elle envoyait de l'argent. Et un mois, l'argent n'est pas arrivé. Et elle a écrit en disant, si on ne reçoit pas l'argent, elle ne pourra pas nous garder. Alors j'ai arrêté de vouloir les faire nommer juste parce que, comme c'était pour de l'argent qu'elle le faisait, c'était pas acceptable par Yad Vashem. Et j'ai appris, en 2005, j'ai réuni toute la famille Poulain. Et la mère était morte. C'est elle qui était la moins, je sais pas quoi le mot employé, elle était plus dure. Moi, je me rappelle, elle m'enfermait avec dans je sais pas comment on appelle ça, là où on enferme les cochons. Une étable, oui, où il y avait les cochons. Quand j'avais mal ramassé les haricots verts ou le blé, ou j'avais mal fait ce qu'ils me demandaient de faire. J'étais un peu la Cosette, si vous voulez, en gros. Jusqu'au jour où j'ai appris qu'après la guerre, quand je les avais réunis en 2005, j'ai appris qu'il y avait des fils de la famille. Il y était 2 fils, un qui s'appelait Marcel comme moi. Moi, on m'avait changé de nom, on m'avait appelé Charlot, et au lieu de Steinberg, Le Maire, on m'avait appelé, Charlot Le Maire. Et j'ai appris donc que ce petit garçon-là, qui s'appelait Marcel comme moi, il avait un petit frère de 5 ans de mon âge, qui un jour après la guerre, il a dit à sa mère, « Maman, j'ai mal au ventre, appelle un docteur, viens, on va à l'hôpital, je peux plus, c'est gargouille. » Et la mère l'a engueulé en lui disant, « Tu vas pas faire le bébé, monte te coucher et ça ira mieux demain. » Malheureusement, le lendemain, il était mort. Pour vous citer un peu la dureté de cette femme. Ça m'a un peu réchoupillé avec eux, parce que c'était pas après moi qu'elle en avait vraiment, c'était après les 2 bras qu'on était tous les deux. Et ensuite, comment vous avez... Mon oncle m'a ramené, et lui, il était ce qu'on appelle dans notre jargon, dans la communauté, il était du bundiste, comme on dit. Il m'a donc envoyé dans les maisons d'enfants du Bund dans un premier temps, et après ceux de la CCE ou de la colonie. Il y a eu la colonie scolaire d'abord. J'étais à Berck-Plage, d'où j'ai été renvoyé parce que j'étais trop turbulent. Mais bon, c'est pas une excuse, mais comme j'ai été élevé par personne, j'étais un peu lobus, comme on dit en yiddish. Et ensuite, il m'a envoyé chez les communistes rue Paradis, la CCE, Commission centrale de l'enfance, qui est devenue, je sais plus comment, bref, rue Paradis. Et donc, quand je suis revenu de la dernière maison d'enfants que j'ai fait à Grenoble, Aix-les-Bains, pardon, vers 14 ans, avant 15 ans, j'ai continué l'école à Paris, le peu que j'ai fait, parce que j'ai pratiquement pas été à l'école, je me suis fait tout seul. Donc, j'ai fini l'école à l'école des 4 Fils, rue des 4 Fils à Paris 3e, où j'ai eu mon certificat d'études, mais je sais pas comment j'ai fait pour l'avoir parce que j'étais vraiment ignare. Ensuite, j'ai travaillé tout de suite, à 14 ans et demi. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai été coupeur et en confection féminine. Et ensuite, j'ai une tante qui était installée, qui a perdu son mari. Et en octobre 66, et en 67, elle a eu un cancer. Et elle m'a recueilli pour être associé avec elle. Et 15 jours après avoir fait tous les papiers pour être associé, elle est décédée à son appartement. Et je suis resté propriétaire de la société jusqu'au bout, c'est-à-dire en 66-67, jusqu'en 73 où j'ai acheté mon premier magasin que j'ai appelé Pierremont, de mon nom, puisque Stein c'est Pierre et Berg c'est Mont, donc j'en ai fait la société Pierremont. Et là j'ai acheté 2, 3 magasins, 4 magasins je crois. Et bon, c'est un peu à cause ou grâce à mon parcours que je me suis battu, parce qu'on disait à l'époque pourvu que ça ne revienne pas, et on avait peur que ce qui était arrivé revienne. Donc j'avais compris intuitivement qu'il fallait que je gagne du fric pour éventuellement, ça aiderait à nous protéger. Et toute ma vie, je me suis battu un peu. Mais vous avez essayé de cacher vos origines juives en changeant de nom?
Non, c'est pas moi qui ai voulu changer de nom. C'est eux là-bas, il fallait que... Oui, parce que je pouvais pas rester avec un nom comme Steinberg, Steinberg. On m'aurait tout de suite reconnu. Donc, comme il y avait des antisémites partout, puis même les gens qui nous cachaient risquaient leur peau. Ils n'étaient pas juifs, bien sûr. Et je les ai revus après la guerre, oui, comme je l'ai dit. Et vous en gardez quel souvenir? Pas un bon souvenir du fait de leur comportement, mais bon, je leur en veux moins du fait qu'ils se sont mal conduits envers un de leurs fils aussi. Alors bon, c'était pas après moi qu'ils en avaient vraiment besoin. Et donc vous avez pas spécialement essayé de cacher vos origines juives? Oh, je l'affichais pas vraiment. Même quand j'étais en activité professionnelle, je l'ai jamais vraiment caché, mais bon. Et après que j'ai créé l'association du Convoi 6, non seulement je l'ai plus caché, mais je l'ai même revendiqué souvent, mon identité juive. Mais j'ai personne qui m'a jamais rien expliqué, jamais rien raconté. Je me suis tout reconstitué tout seul en allant dans les archives, j'ai recherché tout sur toute la planète. J'ai été aux États-Unis, en Israël, j'ai été en Argentine, j'ai été au Canada, et partout j'allais dans les institutions juives pour retrouver mon histoire, quoi. À New York, j'ai été à Ivo, j'ai été à Washington au mémorial de la Shoah, et là-bas, bizarrement, quand on arrive là-bas, ils vous donnent à l'accueil un petit fascicule pour vous parler un peu de leur... Et je suis tombé sur un petit fascicule, c'était l'histoire de quelqu'un qui avait été déporté, qui était de Kalouchine, du village de mes parents. Et j'étais comme un fou, là. J'ai dit, mais vous n'en avez pas d'autres? Elle me dit, non, c'est un hasard. Bon, et là-bas, j'ai parlé avec la directrice, avec des tas de gens. Je suis même en relation actuellement avec une amie qui travaillait au mémorial, qui s'est expatriée après la guerre, et qui travaillait à Washington au mémorial. Ça s'appelle... Bon, le nom m'échappe, ça me reviendra plus tard. C'est pas grave. Ouais. Oui, et donc vous avez procédé à des recherches sur votre famille? Oui, j'ai vraiment... J'ai même mis une annonce sur le bulletin des enfants cachés de l'époque. Il y avait une association qui était très très bien. Et il y avait un bulletin qui paraissait, je crois, toutes les semaines ou tous les mois. J'avais passé une annonce dans le bulletin des Klarsfeld, au mémorial, sur Radio J même, pour savoir qui pouvait me parler du Convoi 6. Et c'est là que j'ai une dame qui m'a répondu, dont le père était revenu du Convoi 6, et on a créé l'association du Convoi 6. Qu'est-ce qu'était la particularité du Convoi 6? La particularité, c'est qu'il est parti des camps du Loiret. Des camps du Loiret, il y a eu 8 convois, le 4, 5, 6, 13, 14, 15 et 35. Ils sont tous partis des camps du Loiret. Le 5 et le 35 étaient partis de Beaune-la-Rolande et les autres de Pithiviers. Et j'étais interné là-bas donc avec ma mère et mon frère. Ma mère est partie dans le 16. Moi, je suis resté seul avec mon frère. Je me pose encore la question, comment il a pu partir tout seul dans le convoi 34. Mon Dieu. Il a été gazé à l'arrivée. Aussi. Mon père, j'ai la date de décès. Il est décédé 15 jours après son arrivée. Et vivre avec ce passé, qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Une méfiance totale de l'être humain. Parce que quand on voit ce qui se passe, et après le plus jamais ça qui revient, on a la guerre à notre porte entre la Russie et l'Ukraine, en plus de l'Israël, le 7 octobre. C'est tellement anxiogène tout ce qu'on vit. Je crois qu'on ne verra pas la paix. Enfin, moi, je ne verrai pas la paix avant de partir. J'ai 87 ans déjà. Vraiment, j'ai... Et donc, vous avez éprouvé une méfiance envers l'être humain d'une façon générale? Oui. J'ai été élevé dans cette optique-là. Ma grand-mère me répétait sans arrêt en yiddish « Gebartek ». Ça veut dire « fais attention, méfie-toi ». Et ça m'est pas seulement resté, mais depuis lors, je me méfie un peu de tout autour de moi. Je ne dis pas des amis, mais bon, dès que c'est quelqu'un qui n'est pas juif, je ne dis pas que je me méfie vraiment, mais bon, je suis sur mes gardes. La confiance, c'est quelque chose que vous avez développé au sein de la communauté juive? Et encore, parce qu'il y a pas tout le monde est fréquentable, hein, malheureusement, mais pratiquement.
à 99% tout le monde. Je connais beaucoup de gens. Moi, le mémorial, ça a été pour moi et en même temps ma maison et en même temps mon cimetière. Il y a un banc devant le mur des noms et je m'assois là tous les jours que je viens et je suis assis devant la liste pile des S, des Steinberg de l'année 42. Il y a mon père, ma mère, mon frère et ma tante qui a été déportée dans le convoi 58 avec ses 3 filles, dont la dernière avait 2 mois. 2 mois. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est qu'une enfant de 2 mois. Elle l'allaitait encore. Ce que je me dis toujours dans ma tête, c'est qu'elle n'est sûrement pas arrivée vivante à Auschwitz. Elle est sûrement morte dans le train. Elle n'avait pas de quoi la nourrir, la pauvre. Aïe, aïe, aïe. C'est inimaginable ce qui s'est passé. D'ailleurs, celui qui n'a pas vécu, qui n'est pas juif, je ne dis pas qu'il ne peut pas, mais pratiquement il ne peut pas comprendre ce qu'on a vécu, ce qui a été vécu par les déportés de la communauté juive. C'est très difficile d'imaginer ce parcours. Et au lendemain de la guerre, oui. Comment se passe une reconstruction à l'époque, on ne parlait pas de reconstruction, mais comment on arrive à survivre à tout ça? C'est une bonne question. Je me la suis jamais posée vraiment, mais pour moi, ça a été, comme j'ai dit ce matin, je crois, ça a été presque une force de ne pas avoir de parents, entre guillemets, pour arriver là où je suis arrivé. Je me suis reconstruit grâce, je ne le savais pas, mais inconsciemment, je savais que j'étais orphelin, que je ne pouvais compter que sur moi-même, ce qui m'a donné la force de réaliser que je devais ne compter que sur moi. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et ça vous a donné une sacrée force? Oui, ça m'a donné une sacrée niaque, que j'ai encore, mais malheureusement, j'ai 87 ans, j'ai beaucoup de mal à marcher, et le fait de ne plus venir au mémorial aussi régulièrement que je venais, avant je venais pratiquement tous les jours. J'ai même ici travaillé à une période où je venais tous les jours, 7 jours sur 7, à la lecture des noms, parce que j'avais obtenu l'autorisation de Jackie Fredge du mémorial d'appeler les gens pour leur rappeler que le lendemain ou le surlendemain, on allait lire le nom de leurs déportés et de leur demander de venir et d'apporter leurs documents. C'est une mission que je me suis fait pendant, je crois, 2-3 ans. Et depuis, d'ailleurs, je ne fais plus ce travail, mais je viens à la lecture de tous les convois. Là, dernièrement, on vient de lire, le 15 mai, la lecture du convoi 73. Je me fais fort de les faire tous. Là, je les ai tous faits depuis le convoi 1 jusqu'au 73. Le prochain, qui va être le 18 ou 20 mai, je crois, le 74 et le 75, le 30 mai, je les ferai encore, je les ferai jusqu'au dernier, si la force me donne ce courage. Le courage, je l'ai, c'est la force dans les jambes, parce que je me déplace de moins en moins loin, et même les transports en commun, j'ai du mal à les prendre, je prends des taxis maintenant. Et si vous aviez un message à transmettre aux générations actuelles et futures? Quel message donner aux futurs, d'être les ambassadeurs de ce qu'a été la Shoah et la paix dans le monde, plus jamais ça. Aïe, aïe, aïe. Et comment y arriver? Comment y arriver? J'ai eu l'occasion un jour de parler à Macron dans une cérémonie et je lui ai dit, moi, et j'y crois toujours, peut-être qu'ils arriveront à le faire, c'est de remettre tout le monde à faire le service militaire. Parce qu'il n'y a pas à dire, au service militaire, on vous apprend à respecter, à accepter un ordre, de le respecter, alors que maintenant, il n'y a plus de respect de rien du tout. Quand on voit que des gamins de 14, 15, 16 ans se baladent avec des couteaux dans la main et qu'ils les plantent dans le corps d'un juif, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il faut comme courage pour faire ça? C'est vraiment d'une lâcheté infinie. Je vois, vous avez un badge où c'est écrit « militant de la mémoire ». Oui. Qu'est-ce qu'un militant de la mémoire? Un militant de la mémoire, c'est quelqu'un qui milite pour rappeler ce qu'était la mémoire. Moi, je milite dans plein d'associations. La première, pour moi, ça a été celle de Serge Schlersfeld, à qui je voue un profond respect et à qui je dis un grand, grand merci. On doit tous le remercier, car c'est grâce à lui si on est là tous aujourd'hui à se parler. Sans lui, on ne serait sûrement pas là.
Alors je suis militant avec eux, avec tout un tas d'autres associations. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas Serge Klarsfeld, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'a fait ce monsieur? Klarsfeld, il a eu ses parents qui ont été déportés et il s'est marié avec une autre qui est devenue militante, Beate Klarsfeld, dont le grand-père était allemand, même nazi je crois, qui s'est marié avec Serge Klarsfeld et ils ont créé une association, les fils et filles de déportés juifs de France, depuis 70, je crois, dans les années 70. Et il a répertorié le nom de tous les déportés dans un bouquin que j'ai acheté. Il a été publié en 78 et c'est le premier livre que j'ai eu entre les mains dans les années avant 80 où j'ai retrouvé le nom c'est le premier, comment dire, ouvrage. Non, la preuve que mes parents avaient bien existé et qu'ils avaient été déportés. Mon père dans le convoi 6, ma mère dans le convoi 16, mon frère dans le convoi 34. Et quand j'ai trouvé ces 3 noms, je les refermais et j'ai pas pu le réouvrir. J'ai chialé comme un bébé. Et pendant longtemps, j'ai même chialé quand je disais le nom de ma petite cousine de 2 mois, que je lis tous les ans. Comment ils ont pu arriver à ça. Ça vous a permis, cette liste, de faire le deuil? Non, même pas. Même encore maintenant, j'ai pas réussi à faire le deuil de la mort de mes parents. Jusqu'en 89, quand le mur de Berlin est tombé. Pourquoi en 89 ? Parce que jusque-là, on entendait ici et là, en Israël, des frères qui retrouvaient des sœurs qui retrouvaient même des parents qui avaient été internés dans les goulags de Sibérie et qui étaient revenus par un pays dont je me souviens pas le nom. Bref. Et je me disais toujours dans la tête, si ça se trouve, ils ont perdu la mémoire ou alors ils ont été envoyés dans le goulag, ils reviendront peut-être. Et quand le mur de Berlin est tombé, c'est là où j'ai baissé les bras et j'ai dit « Ah non, c'est plus la peine, ils reviendront plus maintenant. » Et parce que si le mur est tombé, ils sont pas revenus. Et jusque-là, j'ai admis qu'ils avaient disparu, que je les reverrais pas. Mais vous aviez espéré jusqu'à ce jour-là? Ouais. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, j'ai espéré jusqu'à ce jour-là, quelque part dans ma folie de mémoire, que je pourrais peut-être les retrouver. Même après avoir lu la liste dans le livre de Klarsfeld, j'espérais encore. Vous vous rendez compte ? Quelle folie dans ma tête. Et même au début, quand je marchais dans la rue, je voyais des gens et puis des fois je me disais, est-ce que c'est peut-être quelqu'un de ma famille ? Wow, c'est terrible de vivre avec ces souvenirs ou ces espoirs. Il n'y a pas un jour où je ne me pose pas de questions, où je me couche pas avec des questions, je me lève pas avec des questions. Je suis tous les jours sur les réseaux sociaux et puis la Shoah, elle m'habite. Merci beaucoup, Monsieur Steinberg, Merci. Pour cette interview. Oui. Ben oui. Merci aux futures générations qui entendront ce message. La paix. On est de passage sur la terre. Autant que ça se passe bien. Et pourquoi en vouloir à d'autres gens ? Personne n'a rien fait de répréhensible. Surtout pas les Juifs. Leur seule faute, c'est d'être nés Juifs. Quelle horreur. J'espère que votre message sera entendu. Merci à tous. Merci. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Birambeau. Je remercie chaleureusement Marcel Steinberg pour le temps qu'il m'a accordé pour cette interview qui a eu lieu cette année lors du forum Génération de la Shoah à Paris en mai 2024.